Je m'appelle Émilie Moreau, et à 38 ans, ma vie à Paris semble sortie d'un tableau impressionniste, élégante, harmonieuse, avec juste ce qu'il faut de mystère pour enchanter les regards extérieurs. Notre appartement haussmannien dans le quartier Saint-Germain-des-Prés est un havre de raffinement. Les hauts plafonds moulurés, les parquets en point de Hongrie qui craquent doucement sous les pas, les fenêtres à double vitrage qui filtrent le bruit incessant de la rue et laissent entrer la lumière tamisée du soleil parisien. Chaque matin, je me réveille au son distant des cloches de l'église voisine, et l'odeur du café fraîchement moulu préparé par Antoine flotte dans l'air, mélangeant notes amères et promesses de routine confortable. Professionnellement, je suis avocate spécialisée en droit des affaires au sein du cabinet Lefebvre et Associés, un bastion du pouvoir juridique niché près de la place Vendôme. Mes journées sont un tourbillon de négociations âpres, de contrats complexes et de clients aux fortunes colossales qui me confient leurs secrets les plus juteux. J'adore ce métier. Il me donne un sentiment de maîtrise, de contrôle sur des empires invisibles faits de clauses et de paragraphes. Hier encore, j'ai clos un dossier épineux pour un magnate de l'immobilier, négociant des millions d'euros comme si c'était une partie d'échecs. Mes collègues me respectent, et même si les heures sont longues, je rentre souvent avec cette étincelle de victoire dans les yeux, prête à partager mes triomphes autour d'un verre de chardonnay. Antoine, mon mari depuis 12 ans, est l'autre pilier de cette existence. Entrepreneur ambitieux, il dirige une entreprise de consulting financier qu'il a fondée avec acharnement. Ses journées sont rythmées par des réunions avec des investisseurs, des analyses de marchés volatiles, et ses appels interminables qui le font arpenter le salon comme un lion en cage. Il est charismatique, avec ses cheveux poivre et cils impeccablement coiffés, son sourire conquérant qui fait fondre les résistances. Quand nous nous sommes rencontrés, à une soirée mondaine organisée par des amis communs, il m'a séduite par son assurance, sa façon de parler des rêves comme s'ils étaient déjà des réalités. Ensemble, nous conquérons Paris, m'avait-il murmuré, et j'y avais cru. Nos 2 enfants complètent ce portrait familial idyllique. Louis, 8 ans, est un petit explorateur en herbe, toujours à démonter ses jouets pour comprendre leurs mécanismes, avec des yeux curieux qui rappellent ceux de son père. Sophie, 5 ans, est une boule d'énergie aux boucles blondes, qui danse dans le salon au son de comptines françaises, remplissant la maison de rires cristallins. Les week-ends, nous les emmenons au jardin du Luxembourg, où ils courent après les pigeons pendant que nous sirotons un café sur un banc, observant les voiliers miniatures naviguer sur le bassin. C'est là, dans ces moments volés à la frénésie parisienne, que je me sens le plus ancré, comme si notre vie était un film romantique dont nous étions les héros incontestés. Pourtant, sous cette surface polie, une tension subtile commence à se frayer un chemin, comme une fissure imperceptible dans un vase précieux. Au début, ce ne sont que des détails anodins, des ombres fugaces que je balaie d'un revers de main. Antoine a pris l'habitude de commenter mes choix professionnels avec une pointe de condescendance qui me dérange sans que je sache pourquoi. « Émilie, tu devrais vraiment déléguer plus au bureau. Ces longues heures te fatiguent, et ça se voit, me dit-il un soir, alors que je rentre épuisée mais exaltée d'une victoire en cours. Son ton est doux, presque protecteur, mais il y a quelque chose de sous-jacent, une critique voilée qui me fait douter. Est-ce du souci, ou autre chose, lors des dîners mondains que nous organisons régulièrement, ces soirées où se pressent avocats, entrepreneurs et artistes dans notre salon aux murs tapissés de livres anciens? Je sens son regard peser sur moi. Il évalue, juge, comme si j'étais une extension de son succès. Ma femme est brillante, mais elle a besoin de moi pour garder les pieds sur terre, lance-t-il parfois en riant, provoquant des sourires complices autour de la table. Je ris avec eux, mais intérieurement, une petite voix murmure que ce n'est pas tout à fait une blague. Ces remarques s'accumulent, comme des gouttes d'eau qui érodent la pierre. Les nuits deviennent agitées. Je me réveille souvent au milieu de la nuit, le cœur battant, avec cette boule au ventre inexplicable. Allongé à côté d'Antoine qui ronfle paisiblement, je fixe le plafond, revivant les journées en boucle. Est-ce le stress du travail? Ou quelque chose de plus profond? Paris, cette ville éternelle avec ses rues animées et ses lumières qui ne s'éteignent jamais, me semble soudain étouffante. Les boulevards haussmanniens, autrefois synonymes de liberté, se transforment en labyrinthe où je me sens piégée. Je me promène seule parfois, le long de la Seine, observant les couples enlacés sur les ponts, et je me demande si notre amour n'est pas en train de se fissurer sous le poids des non-dits. Un soir, après une journée particulièrement harassante, je rentre plus tôt que prévu. La maison est silencieuse, les enfants chez une baby-sitter. Antoine est dans son bureau,
penché sur son ordinateur, absorbé par des colonnes de chiffres. Je m'approche pour l'embrasser, mais il sursaute, fermant rapidement l'écran. Rien d'important, juste du travail, marmonne-t-il avec un sourire forcé. Cette réaction me trouble, pourquoi cette hâte? Plus tard, en rangeant ses affaires, je tombe sur un relevé bancaire que je n'avais pas vu avant. Des dépenses inhabituelles, des virements vers des comptes que je ne reconnais pas. Mon esprit s'emballe, est-ce pour l'entreprise, ou y a-t-il autre chose? Je repousse ces pensées, me convainquant que c'est paranoïaque. Après tout, nous sommes une équipe, n'est-ce pas, mais la tension grandit, insidieuse. Lors d'un brunch dominical avec des amis, Antoine commande pour moi sans me consulter, elle prendra la salade, elle surveille sa ligne. Ces mots, prononcés avec une affection feinte, me font rougir. Les amis rient, mais je sens la piqûre de l'humiliation. Pourquoi me traite-t-il comme une enfant? À la maison, il prend de plus en plus les décisions financières, arguant que je suis trop occupée pour m'en soucier. Laisse-moi gérer, Émilie. C'est mon domaine. Et je cède, par habitude, par amour, ou par peur de briser l'harmonie fragile. Pourtant, au fond de moi, une ombre s'allonge. Je repense à mon héritage familial, ces entreprises et biens que mes parents m'ont légués avant leur décès tragique dans un accident de voiture il y a 10 ans. J'ai toujours géré cela discrètement, par prudence, et Antoine en sait peu. L'alliance en or à mon doigt, un bijou ancien transmis de génération en génération, symbolise cette autorité cachée. Elle est lourde, chaude contre ma peau, un rappel constant de ma force intérieure. Mais pour l'instant, je l'ignore, préférant croire que notre mariage est solide. Paris continue son balai incessant autour de moi, les cafés bondés où les conversations fusent, les marchés aux fleurs qui embaument l'air, les sirènes lointaines qui ponctuent la nuit. Je me sens comme une actrice dans un rôle bien rodé, mais les répliques commencent à sonner faux. La normalité cache une tension croissante, un orage qui se prépare à l'horizon. Et tandis que je marche dans les rues pavées, le vent froid de l'automne parisien me fouettant le visage, je ne peux m'empêcher de me demander, combien de temps avant que la façade ne s'effondre? Les jours passent, et les signes s'accumulent subtilement. Antoine annule un voyage en Provence que nous avions plané pour les enfants, prétextant un imprévu professionnel. Son téléphone vibre constamment, et il s'isole pour répondre. C'est rien, ma chérie, dit-il, mais ses yeux évitent les miens. Je me surprends à vérifier ses horaires, à douter de ses explications. La confiance, ce pilier invisible, commence à vaciller. Un après-midi pluvieux, alors que je suis seule au bureau, je reçois un appel anonyme. Une voix féminine, hésitante, vous devriez vérifier les comptes de votre mari. Puis, le clic du raccrochage. Mon cœur s'emballe, est-ce une blague, une erreur? Je ferme les yeux, respirant profondément, essayant de chasser la paranoïa. Mais la graine est plantée, et elle germe dans l'ombre de mon esprit. Ce soir-là, en rentrant, je trouve Antoine en train de préparer le dîner, un geste rare qui me touche. Nous mangeons en famille, les enfants babillant joyeusement. Pour un instant, tout semble normal. Mais au fond de moi, la tension persiste, comme un fil tendu prêt à rompre. Paris, avec sa beauté implacable, masque les tourments intérieurs, mais je sais que quelque chose se prépare. Une trahison naissante, une manipulation qui s'installe. Et moi, Émilie, je suis au centre de cette toile, ignorant encore à quel point elle est serrée. Les premiers signes de trahison se manifestent de manière insidieuse, comme un poison lent qui s'infiltre dans les veines de notre mariage, altérant tout sans que je m'en rende compte immédiatement. C'était lors d'un dîner d'affaires que nous organisions chez nous, dans notre appartement haussmannien de Saint-Germain-des-Prés. J'avais passé l'après-midi à tout préparer avec une minutie presque obsessionnelle, la table dressée avec notre vaisselle en porcelaine de Limoges héritée de ma grand-mère, des bougies parfumées à la lavande pour évoquer les champs de Provence, et un menu raffiné que j'avais concocté moi-même, un foie gras poêlé en entrée, suivi d'un bœuf bourguignon mijoté pendant des heures, et un millefeuille croustillant pour clore la soirée. Antoine avait invité 3 investisseurs potentiels pour son entreprise de consulting financier, des hommes en costume sur mesure, aux montres ostentatoires et aux rires gras, qui venaient évaluer non seulement ses projets mais aussi, je le sentais, notre vie de couple comme un tableau d'ensemble. La soirée commençait bien. Le vin coulait, un Bordeaux millésimé que j'avais choisi dans notre cave, et les conversations fusaient sur les marchés boursiers, les fusions d'entreprises et les opportunités en Asie.
En tant qu'avocate en droit des affaires, je me sentais à ma place, j'intervenais avec assurance, partageant mes insights sur une récente réforme fiscale qui pouvait impacter leurs investissements. La nouvelle loi sur les paradis fiscaux change la donne pour les holdings internationales, disais-je, captivant l'attention d'un des invités, un certain monsieur Duval, qui hochait la tête avec intérêt. Antoine, assis en bout de table, souriait, mais je remarquais une crispation fugace dans son regard, comme si ma voix prenait trop de place dans l'air chargé de testostérone. Puis, le premier coup vint, subtil mais tranchant. Alors que je développais un point sur les risques juridiques d'une acquisition qu'ils envisageaient, Antoine m'interrompit d'une voix suave, posant sa main sur la mienne comme pour m'apaiser. Émilie exagère un peu, messieurs. Elle est brillante au tribunal, mais pour les finances, elle est plus douée pour les détails domestiques comme ce dîner exquis qu'elle nous a préparé. Il rit, un rire forcé qui invita les autres à se joindre à lui. Les invités sourirent poliment, l'un d'eux lançant même un « Quelle chance vous avez, Antoine !» Mais pour moi, ce fut comme une gifle invisible. Mon cœur se serra, une chaleur montait à mes joues, et je sentis mes mains trembler légèrement sous la table. Était-ce une blague ? Ou une manière de me reléguer au rôle de l'épouse trophée, celle qui cuisine et décore pendant que les hommes parlent affaires? Je forçai un sourire, avalant ma salive pour ravaler la boule qui se formait dans ma gorge, et je changeai de sujet, prétextant aller vérifier le dessert en cuisine. Seul dans cette pièce aux murs carrelés de blanc immaculé, entouré des ustensiles encore chauds et des arômes résiduels du repas, je m'appuyai contre le comptoir en granit, respirant profondément. Les larmes menaçaient, mais je les repoussai. Ce n'est rien, me disais-je, juste une maladresse due au stress. Pourtant, au fond de moi, une alarme sourde retentissait. Ce n'était pas la première fois qu'Antoine minimisait mes contributions professionnelles, mais ce soir, devant des étrangers, cela prenait une dimension plus cruelle, plus contrôlante. La soirée se poursuivit, mais l'atmosphère avait changé pour moi. Antoine monopolisait maintenant la conversation, gesticulant avec enthousiasme sur ses projections financières, citant des chiffres que je savais inexacts et que je n'osais corriger de peur de le contredire publiquement. Les invités étaient captivés par lui, et je me sentais reléguée à un rôle secondaire, servant le vin, souriant aux blagues, comme une hôtesse parfaite mais muette. Quand les invités partirent enfin, vers minuit, laissant derrière eux des verres vides et des compliments sur la soirée, Antoine me serra dans ses bras. C'était parfait, ma chérie. Tu as été formidable. Mais ces mots sonnaient creux, et je me dégageai doucement pour ranger la vaisselle. Seul dans la cuisine une fois de plus, le bruit de l'eau coulant sur les assiettes masquant mes pensées tumultueuses, je repensais à la scène. Était-ce du contrôle ? Du manque de respect ? Antoine avait toujours été ambitieux, mais lately, son comportement avait évolué. Il vérifiait mes horaires au bureau, commentait mes tenues. Cette robe est un peu trop audacieuse pour une avocate, non ? Et gérait de plus en plus les finances familiales sans me consulter. Laisse-moi m'en occuper, tu as assez à faire, disait-il souvent. Au début, j'y voyais de la sollicitude, mais maintenant, cela ressemblait à une emprise. Plus tard, alors qu'il était encore au salon, sirotant un dernier cognac en relisant ses notes, je m'approchai de son bureau pour lui souhaiter bonne nuit. Son téléphone, posé sur la table basse, vibra discrètement. Par réflexe, je jetai un œil un message d'une collègue nommée Isabelle, ce soir était magique, tu es si charismatique. Contrairement à d'autres qui restent en retrait. Mon estomac se noua instantanément. Contrairement à d'autres ? Était-ce une référence à moi ? Antoine leva les yeux, remarquant mon regard. C'est juste du travail, Émilie. Ne commence pas avec ta jalousie. Son ton était défensif, presque agressif, et il rangea le téléphone dans sa poche avec une hâte suspecte. J'y montai dans notre chambre, le cœur lourd, et me glissai sous les draps en main frais. Antoine me rejoignit peu après, m'embrassant distraitement avant de s'endormir. Mais pour moi, le sommeil fut fuyant. Allongé dans l'obscurité, écoutant le tic-tac distant d'une horloge et le ronronnement des voitures sur le boulevard en bas, je revivais la soirée en boucle. Paris la nuit, vue de notre fenêtre aux rideaux entr'ouverts, paraissait froide et impitoyable, ses lumières scintillantes comme des yeux moqueurs. La tour Eiffel au loin, illuminée, semblait me narguer avec sa grandeur solitaire. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les volets, baignant la chambre d'une lumière dorée qui contrastait avec mon humeur sombre.
Antoine partit tôt pour son bureau, m'embrassant sur le front comme si de rien n'était. Bonne journée, ma chérie. On se voit ce soir. Je hochai la tête, forçant un sourire, mais une fois seule, je m'assis à la table du petit déjeuner avec Louis et Sophie. Les enfants babillaient joyeusement, Louis racontant une histoire d'école, Sophie jouant avec ses céréales et leur innocence me serra le cœur. Étais-je en train de voir des fantômes là où il n'y en avait pas? Ou était-ce le début d'une trahison plus profonde? Je décidai de confronter Antoine ce soir-là, après que les enfants soient couchés. Assis sur le canapé du salon, un verre de vin à la main, je lui parlais calmement de la soirée précédente. Tes remarques m'ont blessé, Antoine. Pourquoi me rabaisser comme ça devant tes invités? Il haussa les épaules, son expression passant de la surprise à l'irritation. C'était pour détendre l'atmosphère, Émilie. Tu es trop sensible ces temps-ci. Peut-être que le stress du travail te rend paranoïaque. Son ton paternaliste, comme s'il s'adressait à une enfant capricieuse, me fit bouillir intérieurement. Sensible? C'est du respect que je demande, pas de la pitié, répliquai-je, ma voix montant malgré moi. La discussion dégénéra en dispute feutrée, pour ne pas réveiller les enfants. Antoine défendit son comportement, arguant qu'il essayait juste de protéger notre image de couple uni. Dans les affaires, il faut projeter de la force, et parfois, ça passe par des blagues légères. Mais ses excuses sonnaient faux, et quand je mentionnai le message sur son téléphone, il se ferma comme une huître. C'est privé, Émilie. Tu n'as pas à fouiller. Il se leva, mettant fin à la conversation, et alla se coucher sans un mot de plus. Seul sur le canapé, enveloppé dans un plaid, je sentis les larmes couler enfin. Paris, dehors, continuait son rythme effréné, les klaxons lointains, les rires des passants attardés, mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. Ce n'était pas seulement une dispute, c'était le premier signe clair d'un comportement contrôleur et irrespectueux. Antoine me manipulait subtilement, me faisant douter de ma perception, me poussant à me remettre en question. Et ce message? Était-ce le début d'une infidélité? Ou simplement une collègue flatteuse? Je me couchai à ses côtés, feignant le sommeil, mais mon esprit tourbillonnait. La trahison s'installait, glissante et invisible, et je sentais que cela ne faisait que commencer. Les jours suivants, l'incident me hanta. Au bureau, entouré de dossiers et de collègues affairés, je me surprenais à revivre la scène, analysant chaque mot, chaque geste. Antoine, de son côté, agissait comme si rien ne s'était passé, m'envoyant des messages affectueux pendant la journée, « Je t'aime, pense à toi ». Mais cela ne dissipait pas le malaise. Un soir, en fouillant discrètement dans ses affaires, une culpabilité me rongeait, mais la curiosité l'emportait. Je trouvais d'autres messages ambigus sur son ordinateur, des compliments échangés avec cette Isabelle, des invitations à des déjeuners d'affaires qui sentaient le prétexte. Mon monde commençait à vaciller. Paris, avec ses cafés animés et ses boulevards élégants, devenait un décor oppressant, où chaque ombre cachait un secret. Je marchais des heures le long de la Seine, observant les bateaux-mouches glisser sur l'eau trouble, me demandant si notre mariage n'était pas comme cette rivière, en surface calme, mais agitée en profondeur. La tension grandissait, et avec elle, une voix intérieure qui murmurait que je devais rester vigilante. Le contrôle d'Antoine, sa condescendance, n'était que le prélude à quelque chose de plus sombre. Et moi, Émilie, je commençais à me réveiller, même si la douleur était encore trop vive pour agir. L'humiliation publique éclate comme un orage inattendu lors d'une réception somptueuse au Louvre, ce joyau architectural de Paris qui, ce soir-là, se transforme en arène de mon calvaire personnel. Mon cabinet d'avocats, Lefebvre et Associés, organise cet événement annuel pour célébrer ses succès et nouer des alliances avec des clients influents. J'y suis invitée non pas comme une simple accompagnatrice, mais en tant qu'associée clé, celle qui a récemment bouclé une fusion majeure entre deux géants de l'industrie pharmaceutique. Pour l'occasion, j'ai choisi une robe élégante en soie noire, cintrée à la taille, avec un décolleté discret qui met en valeur mon collier de perles hérité de ma mère. Mes cheveux sont relevés en un chignon sophistiqué, et un maquillage subtil accentue mes yeux verts, me donnant cette assurance que j'ai forgée au fil des années dans les salles d'audience. Je me sens puissante, prête à briller parmi les élites parisiennes. Antoine m'accompagne, bien sûr. Il est vêtu d'un smoking impeccablement taillé, ses chaussures cirées reflétant les lumières des lustres cristallins du musée. Au début,
tout se passe à merveille. Nous arrivons sous une pluie fine qui fait scintiller les pavés de la cour Napoléon, et à l'intérieur, l'atmosphère est électrique, des serveurs en livrée circulent avec des plateaux de champagne millésimés et de canapés raffinés caviar sur blinis, foie gras truffé, macarons aux saveurs exotiques. La grande galerie, habituellement réservée aux touristes admirant la Joconde, est ce soir privatisée pour nous, avec des spots discrets illuminant les toiles maîtresses de Léonard de Vinci et de Delacroix. La musique d'un quatuor à cordes flotte dans l'air, un mélange de Vivaldi et de Debussy, créant une ambiance à la fois sophistiquée et intime. Je navigue parmi les invités avec aisance, discutant avec des collègues et des clients que je connais bien. Il y a Monsieur Leclerc, un PDG d'une multinationale, qui me félicite pour mon dernier coup d'éclat juridique. Émilie, votre stratégie était brillante, sans vous, cette fusion aurait capoté. Je ris modestement, savourant le compliment, et enchaîne sur les implications fiscales de l'opération. À mes côtés, Antoine semble fier, posant une main possessive sur mon épaule, mais je remarque qu'il enchaîne les verres de champagne un peu trop vite. Ses joues rosissent légèrement, et ses gestes deviennent plus expansifs, comme s'il cherchait à dominer l'espace. La conversation dérive naturellement vers les finances personnelles, un sujet inévitable dans ce milieu où l'argent est roi. Un groupe se forme autour de nous, 2 associés de mon cabinet, un banquier suisse et une cliente influente dans l'immobilier. On parle de gestion patrimoniale, de placements risqués et de la volatilité des marchés. J'interviens avec expertise, citant des cas récents que j'ai traités. Dans ma pratique, j'ai vu trop de familles ruinées par une mauvaise allocation d'actifs, il faut équilibrer entre liquidité et investissement à long terme. Les têtes hochent en approbation, et pour un instant, je me sens au sommet, une experte respectée dans ce temple de la culture et du pouvoir. C'est alors que tout bascule. Antoine, après son 4e verre, je les ai comptés malgré moi, élève la voix avec une assurance alcoolisée, interrompant le flux de la discussion. Émilie? Gérer l'argent? Allons, messieurs dames, elle dépense plus qu'elle ne gagne. Heureusement que je suis là pour tout contrôler, sinon on serait à la rue. Ces mots claquent comme un fouet dans l'air chargé d'opulence, provoquant des rires étouffés autour de nous. Un des associés tout saute, mal à l'aise, tandis que la cliente hausse un sourcil, un sourire figé aux lèvres. Le banquier suisse rit poliment, mais je sens leur regard se poser sur moi, un mélange de pitié amusée et de curiosité malsaine. Le monde s'arrête net. Mon cœur cogne violemment dans ma poitrine, comme si une main invisible m'avait giflé en plein visage devant cette assemblée d'élite. Mes joues s'empourprent, une chaleur brûlante monte de mon cou jusqu'à mes tempes, et je sens mes paumes devenir moites. La robe qui me flattait il y a un instant me semble soudain trop serrée, étouffante. Les lumières du Louvre, ces spots dorés qui illuminaient les chefs d'œuvre, paraissent maintenant aveuglants, accusateurs. Je balbutie une excuse incohérente, pardonnez-moi, je reviens, et m'éclipse aussi vite que mes jambes tremblantes me le permettent, traversant la galerie comme une fugitive, évitant les regards qui me suivent. Je me réfugie dans les toilettes du musée, un espace luxueux aux marbres polis et aux miroirs immenses bordés d'or. La porte se referme derrière moi avec un clic sourd, isolant le brouhaha de la réception. Seul, je m'appuie contre le lavabo en porcelaine froide, fixant mon reflet dans le verre impitoyable. Mes yeux sont rougis par la honte naissante, des larmes contenues menacent de couler, traçant des sillons dans mon mascara. Comment a-t-il pu, murmurai-je à moi-même, la voix brisée. L'image renvoyée est celle d'une femme brisée, les épaules voûtées, le maquillage légèrement défait, loin de l'avocate confiante que j'étais il y a quelques minutes. Les sanglots montent, silencieux mais violents, secouant mon corps comme des vagues. Je m'effondre sur le sol carrelé, les genoux repliés, laissant enfin les larmes couler librement. Chaque hoquet est un rappel de l'humiliation, ces rires, ces regards, cette proclamation publique qui me réduit à une dépensière irresponsable, une enfant que son mari doit surveiller. Combien de temps suis-je resté là? 10 minutes? Une éternité? Antoine finit par me rejoindre, frappant doucement à la porte avant d'entrer, son expression un mélange de contrariété et de fausse sollicitude. Émilie, qu'est-ce qui te prend? C'était une plaisanterie, ne dramatise pas tout, dit-il en me relevant, ses mains fermes sur mes bras. Son haleine sent le champagne, et ses yeux évitent les miens. Une plaisanterie? Devant mes collègues, mes clients? Tu m'as ridiculisé, répliquai-je, la voix tremblante de rage contenue. Il hausse les épaules,
minimisant comme toujours, ils ont ri, non? C'est bon enfant. Rentrons, tu fais une scène pour rien. Mais le mal est fait, je sens déjà les murmures se propager dans la galerie, les regards en coin quand nous ressortons. Mes collègues évitent mon regard, et une associée me glisse un « ça va », compatissant qui me blesse plus qu'il ne console. Ma réputation, cette armure forgée au fil des ans, est entachée, craquelée par cette flèche empoisonnée. Nous rentrons à la maison en taxi, le silence pesant comme un suaire. Paris défile dehors, les lumières éternelles des Champs-Élysées, l'arc de triomphe illuminé, les cafés bondés où des couples rient sans souci. Mais pour moi, la ville semble moqueuse, un théâtre grandiose où je suis l'héroïne tragique d'une farce cruelle. Antoine s'endort rapidement une fois au lit, ronflant paisiblement, tandis que je passe la nuit éveillée, revivant la scène en boucle dans ma tête. Chaque détail s'amplifie, le ton de sa voix, les rires étouffés, la pitié dans les yeux des invités. Mon cœur bat la chamade, un mélange de douleur et de colère qui bouillonne en moi. Cette humiliation n'est pas isolée, elle s'ajoute aux signes précédents, creusant un abîme profond dans mon âme. Allongé dans l'obscurité de notre chambre, écoutant le tic-tac de l'horloge et le bruit distant des voitures sur le boulevard Saint-Germain, je sens une rage contenue germer, comme une graine plantée dans une terre fertile de trahison accumulée. Le lendemain matin, le soleil filtre à travers les rideaux de velours, baignant la pièce d'une lumière trompeuse. Antoine se lève comme si de rien n'était, m'embrassant sur le front. Oublie ça, ma chérie. C'était rien. Mais pour moi, c'est tout. Au bureau, les murmures me suivent, un collègue évite mon regard dans l'ascenseur, une autre m'envoie un message de soutien discret. Ma confiance est ébranlée, lors d'une réunion, je hésite sur un point que je maîtrise pourtant, hanté par les mots d'Antoine. Paris, avec ses musées et ses galeries, me rappelle constamment la Seine, le Louvre devient un symbole de ma chute publique. Pourtant, au milieu de cette douleur, quelque chose se réveille. En marchant le long de la Seine l'après-midi, observant les bouquinistes et les touristes insouciants, je repense à mon alliance en or, ce bijou ancien qui symbolise bien plus que notre mariage, mon héritage, ma force cachée. Antoine ignore tout de cela, de ces entreprises familiales que je gère en sous-main. Cette humiliation, aussi dévastatrice soit-elle, sème les graines d'une rébellion intérieure. Je ne suis pas la femme faible qu'il dépeint, je suis Émilie Moreau, et cette rage naissante me pousse à questionner tout notre équilibre. La ville, autrefois complice de notre idylle, devient le témoin de ma transformation naissante. L'orage a éclaté, mais il pourrait bien laver les illusions pour révéler la vérité. Les jours suivants, l'incident me hante comme un fantôme. Lors d'un déjeuner avec une amie avocate, elle confirme mes doutes, j'ai entendu des rumeurs sur Antoine, et cette soirée au Louvre n'a pas aidé. Ces mots percent mon armure, et je sens les larmes monter à nouveau. Mais au lieu de m'effondrer, je ressens une détermination nouvelle. Paris, avec ses ponts enjambant la Seine trouble, symbolise mes propres traversées, de l'humiliation à la force. Cette nuit au Louvre n'était pas seulement une gifle, c'était le catalyseur d'un réveil. Et tandis que je contemple Notre-Dame au loin, reconstruite après l'incendie, je me dis que moi aussi, je peux renaître des cendres de cette trahison publique. Les jours suivant l'humiliation au Louvre se fondent en un brouillard épais, où chaque instant porte l'empreinte de cette soirée fatidique. Je me réfugie dans mon bureau au cabinet Lefebvre et Associés, un espace aux murs tapissés de livres de droit ancien et de diplômes encadrés, surplombant la Seine qui coule inlassablement sous mes fenêtres. Le fleuve, avec ses eaux troubles reflétant les ponts élégants de Paris, semble miroir de mon âme agitée, en surface calme, mais tourmentée en profondeur. Les dossiers s'empilent sur mon bureau en acajou poli, contrats de fusion, litiges fiscaux, négociations internationales, mais mon esprit s'évade, vagabondant vers les signes accumulés qui, tels des pièces d'un puzzle infernal, commencent à s'assembler pour révéler un tableau sinistre. Assise dans mon fauteuil en cuir ergonomique, je fixe l'écran de mon ordinateur sans le voir, mes doigts immobiles sur le clavier. Les critiques voilées d'Antoine résonnent en boucle dans ma tête, ses remarques sur mes longues heures au bureau, qui me fatiguent, ses interruptions lors de dîners où il me relègue au rôle de l'hôtesse charmante mais insignifiante. Et puis, ces messages suspects sur son téléphone, ces conversations ambiguës avec cette Isabelle, pleines de compliments qui sous-entendent une comparaison défavorable avec moi. « Tu es si vive, contrairement à d'autres », avait-il écrit. Contrairement à qui? À moi, bien sûr.
L'humiliation au Louvre n'était que le point culminant, cette proclamation publique qui m'a réduite à une dépensière irresponsable devant mes pairs. Je sens encore la brûlure des regards, le poids des rires étouffés qui ont ébranlé ma confiance professionnelle. Je commence à percevoir la manipulation avec une clarté douloureuse, comme si un voile se levait enfin sur notre mariage. Antoine ne me rabaisse pas par inadvertance, c'est une stratégie délibérée pour affirmer son pouvoir, pour me faire douter de ma valeur intrinsèque. Suis-je vraiment incapable, me demandai-je à voix haute, fixant mon reflet dans la vitre qui donne sur la tour Eiffel au loin, silhouette métallique dressée comme un rappel de force inébranlable. Mon image renvoyée est celle d'une femme aux traits tirés, aux yeux verts assombris par l'insomnie, mais il y a une étincelle nouvelle, une lueur de questionnement qui refuse de s'éteindre. Comment ai-je pu laisser cela arriver ? 12 ans de mariage, et je réalise maintenant comment il a graduellement tissé sa toile autour de moi. Un déjeuner avec mon amie Claire, une collègue avocate spécialisée en droit familial, accélère cette prise de conscience. Nous nous retrouvons dans un bistrot cosy du Marais, aux tables en bois patiné et aux ardoises affichant des plats du jour alléchants, salade niçoise, escargot persillé, tarte tatin. Claire, avec ses cheveux roux flamboyants et son franc-parler légendaire, commande un verre de Sancerre blanc avant même de s'asseoir. Émilie, tu as une mine affreuse. Qu'est-ce qui se passe ? Demande-t-elle, ses yeux bleus perçants me scrutant par-dessus ses lunettes à monture fine. Je hésite, mais les mots sortent en torrent, le dîner d'affaires, les messages, l'humiliation au Louvre. Elle écoute, hochant la tête, et quand je termine, elle pose sa main sur la mienne. J'ai entendu des rumeurs, ma chérie. Sur Antoine et cette Isabelle de son bureau. Des déjeuners prolongés, des voyages d'affaires suspects. Et franchement, son comportement, ça sent la manipulation à plein nez. Ces paroles confirment mes doutes les plus sombres, comme un coup de poignard qui, paradoxalement, libère un flot d'émotions retenues. Intérieurement, un tourbillon m'envahit, une colère sourde qui bouillonne comme la Seine en crue, une tristesse profonde pour les années perdues, et une clarté naissante qui illumine les recoins obscurs de mon esprit. Assise là, devant mon assiette à peine touchée, je revisite nos années de mariage en un flashback accéléré. Notre rencontre à cette soirée mondaine, où son charisme m'avait envoûté, les premiers mois idylliques, emplis de promenades main dans la main le long des quais, la naissance de Louis, puis de Sophie, ces moments de joie pure qui masquaient les fissures naissantes. Mais maintenant, je vois clair, comment il a graduellement pris le contrôle des finances, prétextant ma distraction au travail pour gérer les comptes, les investissements, même les factures quotidiennes. Laisse-moi faire, tu es trop occupé, disait-il avec ce sourire paternaliste qui me faisait fondre autrefois, mais qui m'étouffe aujourd'hui. Pourtant, au milieu de cette tempête émotionnelle, un ancrage se révèle, mon héritage familial. Mes parents, décédés il y a 10 ans dans cet accident de voiture tragique sur une route de Provence glissante sous la pluie, m'ont légué bien plus que des souvenirs. Des entreprises florissantes, une chaîne de vignobles dans le Bordelais, des propriétés immobilières à Paris et en banlieue, un portefeuille d'actions diversifié que j'ai géré discrètement, par prudence et par habitude. Antoine en sait peu, il croit que notre fortune repose sur son entreprise de consulting, mais en réalité, c'est mon empire caché qui soutient tout. Et puis, il y a cette alliance en or à mon doigt, un bijou ancien transmis de génération en génération dans ma famille maternelle. Ce n'est pas seulement un anneau de mariage, c'est un symbole de mon autorité véritable, gravé d'initiales discrètes qui rappellent les matriarches qui m'ont précédé. Je le fais tourner nerveusement autour de mon annulaire, sentant sa chaleur contre ma peau, un réconfort tangible au milieu du chaos. Elle représente ma force cachée, celle qu'il ignore, celle qui me murmure que je ne suis pas la victime impuissante qu'il peint. De retour au bureau après le déjeuner, je m'isole, annulant mes rendez-vous de l'après-midi sous prétexte d'une migraine. Seul avec mes pensées, je marche jusqu'à la fenêtre, observant les péniches glisser sur la Seine, chargées de marchandises invisibles, comme mes secrets enfouis. Paris, avec ses cafés animés bordant les rues pavées, devient soudain un espace de réflexion libérateur. Je quitte le cabinet plus tôt que d'habitude, errant des heures le long des boulevards, du Pont-Neuf à l'île de la Cité, où Notre-Dame se dresse, reconstruite et fière après son incendie. Les touristes affluent, appareils photo en main, capturant la beauté éternelle de la ville, mais pour moi, chaque pierre, chaque gargouille semble chuchoter des vérités oubliées. Je m'assois sur un banc face au fleuve, le vent frais d'automne fouettant mes cheveux,
portant l'odeur de châtaigne grillée vendue par un marchand ambulant. C'est là, au milieu du tumulte parisien, les klaxons lointains, les rires des passants, le clapotis de l'eau contre les quais, que je sens une détermination émerger, comme une plante perçant le bitume. Je ne suis pas la femme faible et distraite qu'Antoine dépeint, je suis Émilie Moreau, avocate accomplie, héritière d'un legs puissant, mère de 2 enfants qui méritent un modèle de force. Cette conscientisation allume une étincelle de rébellion en moi, une flamme vacillante mais tenace qui refuse de s'éteindre. Pour la première fois, j'envisage l'impensable, confronter Antoine, réclamer mon indépendance, protéger ce qui m'appartient vraiment. Mais pas encore, je dois rassembler mes preuves, fortifier mon esprit. Le soir venu, à la maison, je feins la normalité devant les enfants. Louis et Sophie, inconscients du tourment, jouent dans le salon avec leurs jouets épars, des puzzles représentant la tour Eiffel pour lui, des poupées aux robes colorées pour elle. Antoine rentre tard, prétextant une réunion prolongée avec Isabelle, sans doute. Il m'embrasse distraitement, mais je sens son regard scrutateur, comme s'il guettait une faille. « Tout va bien ?» demande-t-il, et je hoche la tête, souriant faussement. Intérieurement, la clarté grandit, je vois ses manipulations pour ce qu'elles sont, des tentatives pour me garder sous son emprise. Allongé ce nuit-là, écoutant sa respiration régulière, je touche à nouveau l'alliance en or, mon talisman secret. Paris sommeille dehors, ses lumières scintillant comme des étoiles tombées, et je sais que le vent tourne. La rébellion couve, prête à éclater. Les jours suivants renforcent cette prise de conscience. Au bureau, je consulte discrètement un notaire de confiance pour vérifier l'état de mes biens hérités, tout est en ordre, à mon nom, inaccessible à Antoine sans mon consentement. Une amie psychologue, lors d'un café impromptu place des Vosges, m'explique les dynamiques des relations toxiques, le gaslighting, le contrôle financier, l'isolement subtil. Ces mots résonnent, confirmant que je ne suis pas folle, juste piégée dans un filet que je peux dénouer. Je marche encore, des heures entières, traversant les jardins du Luxembourg où les enfants jouent au cerf-volant, sentant ma force intérieure se solidifier. L'étincelle devient brasier, je ne serai plus la victime. Bientôt, je serai libre. Le point de rupture arrive comme un coup de tonnerre dans un ciel déjà chargé d'orage, brisant enfin les illusions qui m'ont maintenue captive si longtemps. C'était un soir d'automne parisien, où l'air humide portait l'odeur de la pluie imminente, et les feuilles jaunies des marronniers du boulevard Saint-Germain tourbillonnaient comme des confettis mélancoliques. Notre appartement haussmannien, autrefois havre de paix, semblait ce soir-là une scène de théâtre tendu, avec ses lampes tamisées projetant des ombres longues sur les murs ornés de tableaux abstraits que j'avais choisis lors de nos premières années de mariage. Antoine était rentré plus tôt que d'habitude, un dossier épais sous le bras, son costume gris anthracite froissé par une journée de réunion intense. Il s'assit à la table de la salle à manger, un meuble en chêne massif hérité de mes parents, et posa le document devant moi avec une solennité feinte. « Émilie, ma chérie, il faut qu'on parle » commença-t-il, sa voix suave comme du miel empoisonné, celle qu'il utilisait pour négocier des contrats avec ses clients. Il versa 2 verres de vin rouge, un Bourgogne qu'il savait être mon préféré, comme pour adoucir le coup qui allait suivre. Je m'assis en face de lui, sentant déjà une tension électrique dans l'air, mes mains croisées sur mes genoux pour masquer leur tremblement léger. Les enfants étaient couchés depuis longtemps, Louis avait lu une histoire à Sophie avant de s'endormir, leur chambre au bout du couloir isolée par des portes épaisses, préservant leur innocence de la tempête à venir. Antoine poussa le contrat vers moi, ses pages impeccablement imprimées, rédigées dans un jargon juridique que je connaissais par cœur grâce à mon métier d'avocate. C'est un transfert de biens, expliqua-t-il, ses yeux bruns fixés sur les miens avec une intensité manipulatrice. Tous nos actifs, la maison, les comptes, les investissements passeront à mon nom. C'est pour le bien de la famille, Émilie. Tu es trop émotive ces derniers temps, avec ton travail qui te stresse. Je gère déjà tout, et ça simplifiera les choses. Pense aux enfants, on évite les erreurs. Son sourire était celui d'un prédateur, confiant en sa supériorité, comme s'il me faisait une faveur en me dépossédant. Intérieurement, mon cœur battait la chamade, un mélange de rage et d'excitation contenue. Émotive ? Incapable ? Ces mots étaient des armes qu'il avait affûtées au fil des ans, mais ce soir, ils glissaient sur moi comme de l'eau sur une armure invisible. J'y feignis la surprise, puis la résignation, mes yeux baissés sur les clauses du document. Tu as raison, Antoine. Je
Je fais confiance à ton jugement, murmurai-je, ma voix tremblante pour ajouter à l'illusion de soumission. Il me tendit un stylo plume, celui en argent qu'il utilisait pour signer ses propres contrats, et je paraphai chaque page sans hésiter, ma signature fluide trahissant des années de pratique légale. En signant, je sentais l'alliance en or à mon doigt, lourde et chaude, un rappel secret de ma véritable puissance. Ce bijou n'était pas seulement un symbole de notre union, il représentait l'héritage de mes ancêtres, une lignée de femmes fortes qui avaient bâti un empire discret de vignobles, d'immobilier et d'investissement. Antoine ignorait tout cela, il croyait que notre fortune reposait sur son génie entrepreneurial, mais en réalité, la majorité des biens étaient à mon nom seul, protégés par des trusts et des clauses testamentaires que mes parents avaient rédigées avec soin avant leur mort tragique. Intérieurement, je jubilais. Tandis que l'encre séchait sur le papier, une vague d'euphorie m'envahit, comme si je venais de poser le dernier piège dans une partie d'échecs longuement préparée. Il pensait m'avoir conquise, m'avoir reléguée au rôle de l'épouse dépendante, mais c'était lui qui marchait dans l'ombre de mon empire. Merci, ma chérie. Tu verras, c'est mieux comme ça, dit-il en rangeant le contrat, se levant pour m'embrasser sur le front avec une affection possessive. Je souris faiblement, feignant la fatigue, et le laissai aller se coucher, son pas assuré résonnant dans le couloir. Seul à la table, je touchai l'alliance, traçant du doigt les gravures anciennes qui symbolisaient mon contrôle réel. La trahison qui l'ourdissait se retournait déjà contre lui, et je savourais ce moment de victoire secrète, mon cœur gonflé d'une joie vengeresse. Les jours suivants furent un exercice de patience calculée. Paris s'enveloppait d'un manteau de pluie persistante, les gouttes martelant les toits en zinc comme un rythme incessant, lavant les rues de leurs impuretés. Je continuais ma routine, le bureau le matin, où je gérais des dossiers avec une concentration accrue, comme si cette clarté nouvelle aiguisait mon esprit, les après-midi avec les enfants, les emmenant au parc malgré le temps maussade, leurs rires innocents contrastant avec le tumulte intérieur qui m'agitait. Antoine, lui, rayonnait de confiance, multipliant les appels à son notaire pour finaliser le transfert, ignorant que j'avais déjà consulté le mien en secret pour vérifier que rien ne pouvait entamer mon héritage. Chaque soir, il rentrait avec des cadeaux, un bouquet de roses rouges, un foulard en soie comme pour sceller sa victoire, mais je voyais clair dans son jeu, des gestes pour apaiser toute suspicion résiduelle. Puis, 3 jours plus tard, le moment de la révélation arriva, explosive comme une bombe à retardement. C'était un vendredi soir, la pluie battant contre les vitres de notre salon, transformant Paris en un tableau flou de lumière diffusée. Antoine était assis dans son fauteuil préféré, un verre de scotch à la main, parcourant des rapports financiers sur sa tablette. Les enfants dormaient chez une amie pour la nuit, une coïncidence que j'avais orchestrée pour éviter tout témoin innocent. Je m'approchai, tenant une copie du contrat qu'il m'avait fait signer, et la posai sur la table basse avec un calme glacial. « Antoine, il faut qu'on parle, dis-je, écho délibéré de ses propres mots, ma voix ferme et mesurée. Et elle leva les yeux, surpris par mon ton. « Quoi encore, Émilie ? Le contrat est signé, tout est en ordre. » Je m'assis en face de lui, croisant les jambes avec une assurance que je n'avais pas ressentie depuis des mois. « Justement. Tu crois avoir tout gagné, n'est-ce pas ? Tous nos biens à ton nom, moi relégué à l'arrière-plan. Mais tu te trompes. » Son sourire s'effaça lentement, remplacé par une confusion naissante. Je poursuivis, ma voix montant en intensité comme une vague déferlante, « Cet héritage que tu penses conquérir ? La majorité des entreprises, des vignobles, des propriétés, tout est à mon nom depuis la mort de mes parents. Tu n'es qu'un employé dans mon empire, Antoine. Un pion que j'ai laissé jouer au roi. Tout ce que tu crois détenir est illusoire. » Son visage blêmit instantanément, le sang se retirant de ses joues comme si je l'avais giflé. Ses yeux s'écarquillèrent, passant de la stupeur à la rage en un clin d'œil. « Quoi ? C'est impossible. » « Tu mens, balbutia-t-il, se levant d'un bond, la tablette tombant au sol avec un bruit sourd. Je restai assise, immobile, sentant mon cœur battre fort dans ma poitrine, un mélange de peur viscérale, car je connaissais sa colère, et de libération euphorique, comme si des chaînes invisibles se brisaient une à une. « Vérifie avec ton notaire. »« Ou le mien. L'alliance en or que je porte ? C'est le symbole de mon autorité véritable, transmise par ma famille. Tu as cru me manipuler, mais c'est toi qui as été dupé. » La trahison se retournait contre lui,
et je vis dans ses yeux la panique d'un homme qui perd pied, son monde s'effondrant comme un château de cartes sous la pluie. Et la confrontation dégénéra en cris, ses accusations fusant comme des flèches. Tu m'as trompé depuis le début. C'est de la fraude. Mais je tins bon, ma voix coupante comme un scalpel. Fraude? C'est toi qui m'as humilié, trahi avec Isabelle, contrôlé comme une enfant. C'en est fini. Les mots sortaient enfin, libérés après des mois de silence, et avec eux, une force nouvelle m'envahissait. Je décidai sur le champ, le divorce. Quitter cette prison émotionnelle, ces murs qui m'étouffaient, ce mariage toxique qui m'avait volé ma lumière. Antoine tenta de me retenir, sa main sur mon bras, mais je me dégageai, les larmes aux yeux non plus de tristesse, mais de résolution. J'y sortis sous la pluie battante, sans manteau, les gouttes froides fouettant mon visage comme une purification. Paris, enveloppé d'un voile à queue, semblait laver mes blessures, les rues luisantes reflétaient les néons des cafés, les passants pressés sous leurs parapluies ignorant ma silhouette solitaire. Je marchai vers le cabinet de mon avocat, situé près de la place Vendôme, mes pas résonnant sur les pavés mouillés, chaque enjambée un pas vers la liberté. Le vent hurlait, portant l'odeur de la terre humide et du bitume lavé, et je sentais une énergie nouvelle pulser en moi, comme si la ville elle-même m'encourageait. C'était le moment où je brisais les chaînes, choisissant ma liberté au prix de la douleur, une douleur aiguë, certes, mais libératrice. Arrivé devant la porte du cabinet, fermée à cette heure tardive, je composai le numéro d'urgence de mon avocat, ma voix ferme malgré les tremblements, c'est Émilie. Préparez les papiers du divorce. C'est fini. Cette nuit-là, de retour à la maison où Antoine m'attendait, furieux et suppliant tour à tour, je dormis dans la chambre d'amis, l'alliance toujours à mon doigt comme un bouclier. Le lendemain marquerait le début d'une nouvelle ère, mais pour l'instant, sous les draps froids, je savourais la rupture, j'étais enfin libre, renaissante des cendres de ma soumission feinte. Paris, dehors, continuait sa symphonie pluvieuse, et moi, Émilie Moreau, j'étais prête à reconquérir mon empire. Antoine réagit avec une fureur qui éclate comme un feu d'artifice incontrôlable, illuminant les recoins sombres de son caractère que j'avais trop longtemps ignoré. Le lendemain de notre confrontation explosive, alors que le soleil parisien filtrait timidement à travers les nuages bas d'un hiver naissant, mon téléphone se mit à vibrer sans relâche. Des appels en rafale, des messages qui s'accumulaient comme des feuilles mortes sur les trottoirs humides du boulevard Saint-Germain. Émilie, reviens à la maison. C'était une erreur stupide, je t'en prie. Pense aux enfants, ils ont besoin de nous deux, suppliait-il dans un voicemail, sa voix tremblante feignant le remords, mais je discernais déjà la manipulation sous-jacente, ce ton calculé pour appuyer sur mes faiblesses maternelles. Puis, les menaces suivaient, subtiles au début, si tu fais ça, tu vas tout détruire. Les enfants en souffriront, et ce sera ta faute. Son alternance entre supplication et intimidation était un ballet bien rodé, celui d'un homme habitué à contrôler les narratifs, comme il le faisait avec ses clients en consulting financier. J'y m'étais installé temporairement dans un petit hôtel discret près de la place de la Concorde, un établissement aux chambres cosy avec vue sur les jardins des Tuileries, où les statues antiques semblaient veiller sur ma solitude naissante. Les murs tapissés de papier peint fleuri et les meubles en bois patiné offraient un contraste apaisant avec le chaos que j'avais laissé derrière moi. Mais Antoine ne lâchait pas prise. Il multipliait les assauts, des fleurs livrées à mon bureau au cabinet Lefebvre et associé un bouquet extravagant de lys blanc, symbole de pureté feinte, accompagné d'une carte larmoyante. Pardonne-moi, mon amour. Sans toi, je suis perdu. Puis, les rumeurs commencèrent à circuler dans notre cercle d'amis communs. J'appris par Claire, lors d'un appel paniqué, qu'il répandait des histoires me peignant comme instable, dépressive même. Émilie traverse une crise, elle est surmenée par le travail. J'essaie de la protéger, mais elle refuse mon aide, confiait-il à nos connaissances lors de dîners mondains qu'il organisait sans moi, transformant notre appartement en scène de sa victimisation. Une amie mutuelle, une galeriste du Marais, me contacta. Antoine dit que tu as des problèmes psychologiques. Est-ce vrai? Il semble si inquiet. Ces mots me transpercèrent comme des aiguilles, ravivant la douleur de l'humiliation au Louvre, mais ils renforcèrent aussi ma résolution. Il essayait de me discréditer, de retourner l'opinion publique contre moi, comme un politicien en campagne. Et la rencontre chez le notaire fut le point culminant de sa tentative de reconquête. Nous nous retrouvâmes dans un bureau austère du quartier de l'Opéra,
aux murs lambrissés de bois sombre et aux étagères croulant sous les volumes reliés de code civil. Le notaire, un homme d'une soixantaine d'années aux lunettes cerclées d'or et au costume impeccable, nous fit asseoir autour d'une table en marbre poli. Antoine, les traits tirés par des nuits d'insomnie évidentes, ses yeux cernés, ses cheveux habituellement impeccables en désordre, entama son plaidoyer avec une voix mielleuse. Émilie, écoute-moi. Sans moi, tu n'es rien. J'ai bâti tout ça pour nous, ton héritage? C'est du vent sans ma gestion. Pense à ce que diront les enfants quand ils sauront que leur mère les a abandonnés pour une lubie. Ses yeux, autrefois conquérants, trahissaient maintenant une panique viscérale, comme ceux d'un animal acculé réalisant soudain sa dépendance. Il agitait des papiers, des bilans financiers falsifiés pour minimiser mon rôle, tentant de me culpabiliser avec des arguments financiers tordus. Regarde ces chiffres, sans mes investissements, ton empire serait en ruine. Le notaire tout sauta, mal à l'aise, mais je restai impassible, mes mains posées calmement sur la table, sentant le poids réconfortant de l'alliance en or à mon doigt. Cette alliance, ce bijou ancien aux gravures usées par les générations, me rappelait constamment ma supériorité financière non pas comme un trophée, mais comme un bouclier. Elle symbolisait les vignobles bordelais que mes ancêtres avaient cultivés, les immeubles haussmanniens que ma mère avait acquis avec astuce, tout cet héritage que j'avais protégé en silence. Antoine n'était qu'un pion dans ce jeu, un employé que j'avais élevé au rang d'associé par amour, mais qui révélait maintenant sa vulnérabilité. Tu te trompes, Antoine, répondis-je d'une voix ferme, mes yeux verts plongeant dans les siens sans ciller. C'est toi qui dépends de moi. Tes investissements? Ils reposent sur mes fonds. Sans mon héritage, ton entreprise n'aurait jamais décollé. Le notaire confirma mes dires avec des documents irréfutables, et je vis Antoine blêmir davantage, ses mains tremblantes froissant les papiers. Sa tentative de manipulation échouait lamentablement, il balbutia des excuses, puis des menaces voilées sur la garde des enfants, mais je tenais bon, puisant dans une force intérieure que je n'avais pas soupçonnée point pour protéger Louis et Sophie, j'organisai rapidement une garde alternée juste, avec l'aide de mon avocate spécialisée en droit familial. Les enfants, innocents et résilients, passaient les semaines chez moi dans un appartement loué temporairement près du jardin du Luxembourg, un espace lumineux au parquet ciré et aux fenêtres donnant sur les allées verdoyantes où ils pouvaient courir librement. Louis, avec son esprit curieux, posait des questions. Pourquoi papa est triste? Et je répondais avec douceur, évitant les détails sordides, papa et maman ont besoin d'un peu d'espace pour être heureux. Sophie, sa petite sœur aux boucles blondes, se blottissait contre moi lors des soirées, et je lisais des contes de fées où les héroïnes triomphaient toujours. Ces moments me fortifiaient, me rappelant que ma décision n'était pas égoïste, mais un acte d'amour pour leur bien-être. Paris, avec ses ponts symboliques enjambant la Seine, devint le décor de mes transitions intérieures. Je traversais souvent le pont des Arts au crépuscule, où les cadenas d'amour rouillés pendaient encore malgré les interdictions, observant les touristes accrocher leurs promesses éternelles. Ces arches de métal me rappelaient mes propres passages, de la soumission à l'autonomie, de la douleur à la guérison. Le fleuve coulait inexorablement, emportant les débris du passé, et je sentais mon indépendance grandir avec chaque pas. Les tentatives d'Antoine, appels incessants, visites surprises à mon bureau, même un email larmoyant à mes collègues échouaient les unes après les autres. Je bloquais ces numéros, informais la sécurité du cabinet, et consultais une thérapeute dans un cabinet discret du quartier latin, une femme aux cheveux grisonnants et au regard bienveillant qui m'aidait à dénouer les nœuds émotionnels. Vous avez été victime de gaslighting, expliquait-elle lors de nos sessions, entourée de plantes vertes et de coussins moelleux. Mais regardez comme vous vous fortifiez déjà. Ces mots étaient un baume, guérissant les blessures infligées par les humiliations passées, transformant ma rage en résilience. Et la manipulation d'Antoine se retournait finalement contre lui, révélant sa vulnérabilité au grand jour. Nos amis communs, initialement dupés par ces rumeurs, commencèrent à voir clair, une soirée où il s'effondra en pleurs chez un couple d'amis, avouant sa peur de la solitude financière, fit le tour des ragots. Son entreprise chancelait sans mon soutien discret, et il dut admettre, lors d'une médiation judiciaire, sa dépendance à mes ressources. Je le vis s'effriter, son charisme craquelait comme une façade haussmannienne usée par le temps. Libéré de son emprise toxique, je sentais une peine naître en moi, comme un bourgeon printanier perçant la neige hivernale. Paris, autrefois oppressante avec ses rues animées et ses lumières éternelles, devenait un allié,
les cafés où je sirotais un espresso seul, les marchés aux fleurs du quai de la Mégisserie où j'achetais des tulipes pour égayer mon nouveau refuge, tout conspirait à ma renaissance. Les semaines passaient, et ma force intérieure s'affirmait. Je reprenais le contrôle des entreprises familiales, assistant à des réunions avec des vignerons bordelais via visioconférence, sentant l'excitation de diriger sans intermédiaire. Antoine, réduit à un rôle mineur dans les affaires qu'il croyait siennes, disparut progressivement de mon quotidien, ses appels se raréfiant comme des échos lointains. Lors d'une promenade solitaire le long de la Seine, sous un ciel dégagé où les mouettes criaillaient, je touchai à nouveau l'alliance en or, non plus comme un rappel de mariage brisé, mais comme un talisman de victoire. La paix s'installait, profonde et durable, libérée enfin de l'ombre toxique qui m'avait enveloppée. Et tandis que les lumières de la tour Eiffel scintillaient au loin, je sus que j'étais prête pour le chapitre suivant, une femme forte, indépendante, maîtresse de son destin. Libre enfin, je redéfinis ma vie comme on repeint une toile ancienne, effaçant les couches sombres pour révéler des couleurs vives que j'avais oubliées. Le divorce fut prononcé un matin de printemps précoce, dans une salle d'audience austère du palais de justice de Paris, sur l'île de la Cité. Le juge, une femme aux lunettes sévères et à la voix posée, scella la fin de 12 années de mariage d'un coup de marteau symbolique. Antoine était là, assis à quelques mètres, le visage fermé, les traits tirés par des mois de bataille juridique perdus d'avance. Il n'osa pas croiser mon regard quand je signais les derniers papiers, ses épaules voûtées trahissaient l'homme diminué qu'il était devenu. À la sortie, sous un ciel bleu lavé par une averse nocturne, je respirais l'air frais de la Seine comme jamais auparavant. Paris, ce jour-là, sentait la Renaissance, les marronniers du quai des Orfèvres bourgeonnaient, et les touristes sur les bateaux-mouches riaient sans se douter que, pour moi, une nouvelle existence commençait. J'y repris immédiatement le contrôle total des entreprises familiales. Les vignobles bordelais, que mes parents avaient choyés avec passion, prospéraient comme jamais sous ma direction directe. Je passais des semaines à Saint-Émilion et Pomerol, marchant entre les rangées de cèpes sous un soleil généreux, respirant l'odeur terreuse des sols calcaires, discutant avec les vignerons qui me connaissaient depuis l'enfance. Les chais voûtés, emplis de barriques de chêne neufs, résonnaient de mes décisions, nouveaux investissements dans des techniques biodynamiques, embauche d'un maître de chais renommé, exportation renforcée vers l'Asie. Les chiffres grimpèrent rapidement, les critiques encensèrent nos millésimes, et pour la première fois, je signai les étiquettes de mon nom seul, Émilie Moreau, propriétaire et vigneronne. Les immeubles haussmanniens de Paris, que j'avais hérités, furent rénovés avec goût, parquets restaurés, ascenseurs modernisés, loyers réévalués. L'argent coulait, abondant et légitime, fruit de mon travail et de mon héritage, sans plus aucune ombre d'Antoine. Antoine, lui, fut réduit à un rôle mineur, presque anecdotique. Son entreprise de consulting, qui reposait en grande partie sur mes fonds initiaux, vacilla puis se stabilisa à une échelle bien plus modeste. Il déménagea dans un appartement plus petit, dans le 15e arrondissement, loin du faste de Saint-Germain. Les enfants le voyaient lors de ses week-ends de garde, et il jouait son rôle de père avec application, mais je sentais dans leur récit qu'il n'était plus le héros invincible qu'ils avaient connu. Il disparut progressivement de mon quotidien, comme un fantôme qui s'efface au lever du jour. Avec Louis et Sophie, nous emménageâmes dans un appartement lumineux près du jardin du Luxembourg, au 5e étage d'un immeuble ancien au balcon en fer forgé. Les pièces étaient vastes, baignées de lumière naturelle, une grande cuisine ouverte où je préparais des crêpes le dimanche matin, un salon aux murs blancs orné de mes nouvelles acquisitions des toiles contemporaines achetées dans les galeries du Marais, et des chambres d'enfants décorées selon leurs rêves. Louis eut une bibliothèque remplie de livres d'aventure et de modèles réduits d'avions, Sophie, une chambre rose et verte avec un coin poupée et un petit piano. Le jardin en bas devint notre terrain de jeu, nous y passions des après-midi entiers, poussant les voiliers miniatures sur le bassin octogonal, regardant les marionnettes du théâtre de Guignol, courant après les pigeons sous les allées de platanes centenaires. Les rires de mes enfants emplissaient l'espace, chassant définitivement les silences tendus du passé. Pour la première fois, notre foyer vibrait d'une joie authentique, sans peur ni faux d'âge semblant. J'y ai voyagé seul en Provence, comme pour refermer la boucle avec mes racines. Je louai une maisonnette en pierre à Gordes, perchée sur la colline avec vue sur les champs de lavande qui s'étendaient à perte de vue. Les matinées étaient consacrées à la peinture. Installé sur la terrasse, face au Luberon baigné de lumière dorée, je peignais des paysages aux ocres intenses, redécouvrant une passion abandonnée depuis l'université.
Les pinceaux glissaient sur la toile avec une liberté nouvelle, les couleurs explosant comme mes émotions libérées. Les après-midi, je marchais dans les sentiers parfumés de thym et de romarin, visitais les marchés de Roussillon où les étals regorgeaient de melons sucrés, de fromage de chèvre et de miel de lavande. Les soirées étaient calmes, un verre de rosé frais sur la terrasse, un livre ouvert sur les genoux, le chant des cigales en fond sonore. Je me sentais vivante, entière, reconnectée à moi-même. Point de retour à Paris, je cultivais mes passions avec avidité. Les lectures reprirent, des romans de Modiano dans les cafés de Saint-Germain, des essais philosophiques au bord de la Seine. Les amitiés sincères fleurirent à nouveau, dîner avec Claire et d'autres femmes fortes, soirée théâtre à l'Odéon, exposition au Centre Pompidou où je déambulais seule, savourant chaque œuvre sans avoir à commenter pour plaire à quelqu'un. L'alliance en or, que je portais toujours, devint un talisman de résilience plutôt qu'un symbole de mariage brisé. Je la faisais tourner à mon doigt lors des moments de doute, sentant sa chaleur me rappeler la victoire sur la trahison, la force héritée de mes aïeuls. Paris, autrefois oppressante avec ses lumières qui masquaient mes tourments, m'apparut soudain vivante, complice. Je marchais fièrement le long des boulevards, une femme indépendante aux épaules redressées, au regard clair. Les humiliations passées, le dîner d'affaires, la soirée au Louvre, les manipulations quotidiennes forgeaient maintenant ma force comme le feutre en placier. Elle m'avait appris à reconnaître les signes toxiques, à ne plus jamais céder mon pouvoir. Cette expérience transforma ma douleur en mission, je commençai à conseiller discrètement d'autres femmes, dans mon cabinet ou lors de conférences informelles. Des avocates juniors, des entrepreneuses, des mères de famille venaient me voir, attirées par les rumeurs de ma renaissance. Je partageais mon histoire sans amertume, expliquant comment j'avais transformé la trahison en empowerment, comment l'héritage caché m'avait sauvé, mais surtout comment la force intérieure avait tout changé. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, leur disais-je, voyant dans leurs yeux le même étincelle que j'avais eu un jour. Mon cœur, longtemps meurtri et barricadé, guérit lentement. Les nuits n'étaient plus hantées par les doutes, je dormais profondément, rêvant de vignes et de horizons ouverts. Il s'ouvrit progressivement à de nouvelles possibilités, un dîner avec un galeriste charmant rencontré lors d'une vente aux enchères, une promenade le long de la Seine avec un collègue qui me faisait rire comme autrefois. Rien de précipité, juste la douce certitude que l'amour, quand il reviendrait, serait égalitaire, respectueux, libre. Un soir d'été, alors que le soleil couchant embrasait les toits de zinc de Paris, je me tins sur le balcon de mon appartement, un verre de mon propre vin à la main. Louis et Sophie jouaient en bas dans le jardin, leurs silhouettes minuscules courant joyeusement sous les arbres centenaires. La ville s'étendait devant moi, éternelle et vibrante, la coupole du Panthéon au loin, les lumières naissantes des cafés, le murmure distant de la circulation. Je touchais l'alliance en or, souriant à son poids familier. J'étais Émilie Moreau, renaissante, maîtresse de mon destin. Les humiliations, les trahisons, les manipulations n'étaient plus que des chapitres clos d'un livre que j'avais écrit moi-même. Devant moi s'ouvrait un avenir lumineux, fait d'indépendance, d'amour pour mes enfants, de passion retrouvée et d'une force tranquille qui ne me quitterait plus jamais.